monde, c'est Phil de 100% Chasse-Pêche, le podcast 100% Chasse-Pêche. Avec mon ami Louis, comment ça va, Louis? Ça va bien, on dirait qu'il y a de l'amour dans l'air. C'est un fichu beau top, ce qu'on vient de voir là. Hein? Ça, c'est mon collègue Richard Monfort qui a filmé ça cette semaine. Ah ouais? Fait que ceux-là qui pensent que le rut n'est pas commencé au niveau du dindon, là, je te dis que cette femelle-là était prête. Ah, puis il travaillait fort pour être courtisé aussi. Exactement, c'est des images extraordinaires. Fait que. Cette semaine, on parle de dindon. Exactement. Puis, moi, j'ai une couple de maniaques qui écrivent dans le magazine, dont Christian de Beaumont. Christian, c'est un maniaque de dindon qui chasse autant au Québec qu'en Ontario. Okay. Puis on a le plaisir de le recevoir justement à la veille qu'il part pour chasser en Ontario. Okay. Fait que, sur ça, on va aller rencontrer Christian immédiatement. Et voilà, salut Christian, ça va bien? Salut Phil, bonjour, bonjour Louis. Bonjour, bonjour. Hey Christian, fait combien de temps que tu chasses le dindon pour le fun? Ça fait, j'ai commencé ça vers 2010, là, fait que ça va être ma 15e saison, là, si je compte bien, ou à peu près. Oui. Puis qu'est-ce qui t'a fait, ça a-tu été automatique quand tu as eu l'opportunité de commencer à chasser le dindon, t'as tombé là-dedans, t'as-tu eu des doutes que tu te bats, ben gars, c'est rien qu'un oiseau, puis bof, pas sûr que ça va m'intéresser. Conte-nous ça. Écoute Louis, le téléphone sonne. Puis c'est Denis Lapointe au bout de la ligne qui me dit « Christian, j'aimerais ça que tu nous accompagnes pour un voyage de chasse. » Écoute, là, je deviens bien fébrile. Hein? Moi, la chasse, j'aime ça. Là. Je suis comme vous autres, un vrai passionné. C'est pour ça que d'ailleurs, je me suis associé avec votre magazine. Puis là, Denis, là, j'étais vraiment, vraiment fébrile. Je dis là, je vais avoir une belle offre pour aller à la chasse. Là, il me dit le dindon sauvage. Écoute, là, le dindon sauvage, moi, je ne suis pas un chasseur d'oiseaux. J'essaie d'être poli, puis je dis à Denis, ben, t'aurais pas d'autre chose, là, la chasse à l'ours, quelque chose, c'est un vrai gros gibier, là. Un vrai gros gibier, là. À la limite, amène-moi à la pêche à la grise. Fait que, en tout cas, je raccroche, ma blonde lève la tête, puis elle dit, ouais, elle dit, t'es pas bien ouvert au changement. Ouais, je prends le téléphone, je rappelle Denis, puis je dis, ça marche ton affaire de dindon. Écoute, quelques semaines plus tard, je me retrouve là, puis depuis ce temps-là, c'est une folie, c'est une vraie passion, Louis. Je nous trouve vraiment chanceux au Québec d'avoir un gibier aussi intéressant, un gibier qu'on n'avait pas. Il faut vraiment, là, je pense que toutes les personnes qui ne l'ont pas essayé encore essayent cette chasse-là. Là. C'est une des chasses les plus formidables. Tu le sais, Louis, j'ai eu l'occasion d'aller chasser le wapiti, le cerf mulet. Moi, je me sens, là, quand j'entends ça crier, de la même façon que je me sentais, Phil, dans une montagne au Colorado, quand la première fois que j'ai entendu crier un wapiti. Et pour moi, le dindon, là, c'est vraiment une passion. Dans le dindon, moi, je fais une relation avec l'orignal. Tu sais, je veux dire, c'est le dialogue que tu es capable d'avoir. Mais ce que j'explique aux gens, c'est regarder la chasse à l'orignal, tu vas chasser 9 jours, tu vas peut-être avoir une interaction avec une bête pendant 9 jours. Le dindon, si tu as fait tes devoirs au niveau de ta prospection et tout ça, tu peux avoir de l'action tous les matins. Ça ne veut pas dire que tu vas closer, mais tu vas entendre des dindons, puis le poil va te dresser ses bras. Ah oui, certain. Puis je pense que le son du dindon, il n'y a rien qui me ramène plus là, dans cet esprit de l'arrière-pays-là, de la chasse. Là, quand tu entends ça le matin, là, le gouglou d'un mâle, là, au lever du jour, là, c'est vraiment, vraiment spécial comme chasse. Bon, on est privilégié d'avoir ce gibier-là. Prenons-en soin. Oui, puis surtout le printemps, que, on va se le dire, on a fini notre chasse d'automne, puis là, on se retrouve dans une période que, c'est plus tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je pense que, comme tu le disais, le printemps, ça nous amène à chasser un animal que, oui, OK, peut-être qu'on connaît moins, mais c'est un beau melting pot de toutes nos chasses au gros gibier qu'on fait. L'appel à l'orignal, autant le visuel du chevreuil qu'il ne faut pas que tu bouges parce qu'il voit. Ben, le dindon, c'est la même chose. Là. Ça a une vue qui est très, très développée. Là. C'est une vue très développée. Puis Louis aussi, hein, les bruits qu'on peut faire. Fait qu'il faut vraiment, c'est un gibier qui. Mais il faut quand même le dire, des fois, ils sont vraiment rusés. Hein? Vraiment, vraiment rusés, comme un vieux mâle chevreuil. Puis des fois, c'est tout le contraire. Là. Ils sont vraiment arrogants. Puis ils vont s'en venir. Ils ont juste une idée en tête. Là. C'est assez territorial aussi. Là. Oui. On a eu la nouvelle dernièrement. Mais écoute, des fois, ils ont des comportements. C'est un animal au comportement quand même très variable pour moi. Et qui dit comportement variable, ben, dit un chasseur opportuniste. C'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui aussi, Louis. Il y a tellement de techniques qu'on peut utiliser, différentes approches pour récolter un dindon. C'est vraiment intéressant. Hey, Christian, tu as écrit déjà quelques articles au niveau de la chasse au dindon depuis le début du magazine, mais j'aimerais ça qu'on s'entretienne avec toi au niveau de ton dernier.
qui est chasse en duo. Ouais. Je pense que tu as développé ça avec ton partenaire de chasse. Comment t'en es venu à... Moi, j'ai tout le temps chassé ça en solitaire, fait que je suis intrigué un peu d'entendre qu'est-ce que tu as à dire là-dessus pour me vendre ta salade, d'essayer ça en duo avec ma blonde, Oui. peut-être. Ah, c'est sûr. C'est sûr que c'est une belle approche. Ben, tu sais, moi, je l'ai appris comme ça. Tu dis, toi, Louis, tu l'as découvert tout ça, mais moi, je l'ai découvert avec Denis et Denis Lapointe, puis un paquet d'amis. Denis, dont j'ai appris beaucoup d'ailleurs, qui chasse le dindon là, depuis plus de 25 ans, je pense, là, qui a chassé aux États-Unis bien avant que ce soit ouvert au Québec. Fait que j'ai eu l'occasion d'apprendre avec une gang. Fait en gang aussi, il y a plusieurs tactiques. Là, j'en parle dans l'article, mais je donne une dizaine de stratégies. Mais c'est sûr qu'à deux, je le dis, à deux, là, c'est mieux. Se retrouver tout seul à la chasse au dindon, c'est quelque chose de spécial aussi. Mais à deux, on partage en même temps. Ce qui est intéressant, on partage les souvenirs. Une des choses, ben, on je vais prendre peut-être 3 éléments, Louis, dans l'article. Les principaux, oui, c'est ça. Plus intéressant, puis je vais inviter nos lecteurs à aller lire peut-être les autres. Ben oui. J'aimerais ça le faire, j'aimerais ça essayer la chasse au dindon à deux. Ben, la première chose, là, localiser un dindon, quand vous entendez peut-être les gens, je sais qu'on le dit en théorie, mais quand on entend une corneille crier, un vol d'ouet passer, arrêtez-vous, prenez le temps d'écouter. Première chose. À deux, l'avantage qu'on a, c'est beaucoup plus facile de localiser d'où vient le son. Écoute, j'ai été à mes premières expériences, puis on entend un glouglou. On arrête. Caroline Bolduc part au sud. Elle dit, on y va. Régent part à l'est. On y va. Puis moi, je m'en vais sur le dindon, évidemment. Moi, je pense que je sais où le dindon. Je m'en vais au nord direct. Bon, il faut faire vraiment attention. Ben, c'est un peu. Quand c'est écho en pleine forêt, il faut vraiment faire attention. Ben, c'est un peu comme quand on chasse. Moi, je chasse en duo souvent à l'orignal. Puis quand on a notre réponse, c'est probablement la première affaire que je regarde mon partenaire. T'as entendu? Oui. Où t'as entendu? Ouais. OK. On attend une double confirmation, puis après ça, on décide qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, là, c'est un peu le même. C'est pour ça que je te dis, il y a beaucoup de parallèles à faire avec l'orignal. Énormément, puis les autres chasses comme ça. Puis nous autres, avec le temps, Régent et moi, là, ça fait des années, ça fait 14 ans. Puis je te dirais, oui, ce qui est particulier, là, on n'est pas là pour parler du nombre de dindons. Fait que moi, j'ai trouvé, je te dirais, 90% de mes dindons, je les ai tués en équipe avec Régent depuis 15 ans. Fait que quand même, on a développé différentes stratégies. Fait que c'est ce qu'on fait, Louis. On entend coller, arrêtez-vous, un petit signe, même pas, oui, on est à bonne place, OK, on continue la stratégie. Une autre stratégie qui est vraiment intéressante, puis qui a été. Puis là, ça fait lien avec ce que tu dis. Oui, on va être obligé de parler quasiment d'orignal au travers, mais qui a été développée, moi, je trouve, par les Américains, beaucoup à l'arc chassel wapiti ou à l'orignal. C'est toute la stratégie, la stratégie de la technique du sacrifice. Oui. C'est clair, un animal qui s'en vient, oui, on le sait, là, que ce soit un chevreuil, un orignal, sur l'appel. Première affaire, il te localise. Là, il y a comme une zone de confort qui se crée autour du dindon, il avance tranquillement. C'est pas nécessairement parce qu'il a peur du chasseur, mais là, c'est territorial. Y a-t-il un autre mâle, les femelles, qui est là, j'avance, il y a quand même un son, il devient immédiatement plus méfiant. Fait que ce qu'on fait dans ce temps-là, puis Denis a appelé ça la technique du sacrifice, après avoir changé de terme, il appelait ça autrement. La technique du sacrifice qu'on fait, dans le fond, on place un chasseur qui, lui, est immobile. Okay. L'autre chasseur, lui, se recule comme en arrière-plan, en arrière-scène, et là, il peut devenir mobile. Puis en fonction du mouvement du dindon, ben, il va coller, il va se déplacer, puis il va attirer le dindon. Le dindon, là, il ne se sent pas encore méfiant, il s'en vient assez confiant. Il arrive sur un chasseur qui, lui, est muet, et comme ça, on les récolte. Cette technique-là se fait à 2, à 3, peut se faire à plusieurs, mais c'est vraiment une technique. C'est les mêmes techniques qu'on utilise à l'orignal maintenant, qui sont publicisées, oui, par plusieurs personnes, mais que j'étais tout jeune, j'écoutais des vidéos de chasse au wapiti, puis regarde les chasseurs relax, c'est exactement ce qu'ils font au wapiti. C'est une technique très efficace, Phil. Je te dirais, juste pour cette technique-là, ça vaudrait la peine de chasser en dessous. Donc, il rentre plus confiant parce que nécessairement, le dindon qu'on imite est plus loin. Donc, lui, il est sûr qu'il y a encore un bout à faire avant de se rendre. C'est pour ça qu'il rentre et il se fait surprendre qu'il reçoit la gerbe de bille d'en face. Ouais, c'est sûr que là, il s'en attend pas. Puis souvent, son attention est ailleurs. Ouais. Fait qu'il est pas, il va nous repérer. Quand tu parlais, ça voit bien, Phil. Fait que ces mouvements-là, il va être moins tendance à te repérer. Il va regarder d'où vient le son. Beaucoup plus facile à déjouer comme ça. Question peut-être stupide, mais automatiquement, cette technique-là, tu as fait dans le bois?
Oui, on fait ça, oui, dans le bois. Automatique. Non, mais ta question est bonne. Tu peux le faire dans les broussailles, dans le champ, mais c'est une technique qu'on utilise beaucoup au bois. D'ailleurs, on va en parler un peu tantôt, mais nous autres, dès que la chasse est finie au champ le matin, on saute dans le bois, puis on fait une bonne vieille technique là, du run and gun. Là. On avance, on cale, on avance, on cale, puis c'est là que ça nous permet, quand on le localise, on l'entend, on fait souvent cette technique-là. Surtout un dindon bloqué, Louis. Un dindon bloqué, quand il est bloqué, Phil, des fois, là, le fait de reculer, parce que comme un orignal, encore une fois, Louis, le fait de reculer puis s'en aller, ça peut le stimuler, puis ça peut être un autre ingrédient qui fasse. Christian, j'ai tué mon plus gros orignal à vie avec cette technique-là. De m'en aller. L'orignal, il bloquait tout le temps. Ça faisait 3 fois qu'il bloquait. Puis j'ai décidé de m'en aller complètement dans le sens opposé, puis ça l'a fait clocher, puis 10 minutes après, il était mort. Vous êtes tout seul, vous êtes mal pris, vous voulez faire un peu le même scénario, juste des fois d'envoyer son câble, son son, qu'un diaphragme avec l'oreille, l'orienter un peu ailleurs avec un dindon, hein, c'est un bruit très important. Moi, je pense que ça peut faire la différence. Peut-être en concluant sur ce volet-là de chasse à deux, comme après-demain, là, on arrive, on localise là, 2-3 tomes ensemble avec quelques femelles. Je vous le dis, c'est pas les chasses les plus faciles. Souvent, c'est bien mieux un tome seul. Là. Ouais, oui. Un tome seul, ça, c'est le best. Mais des fois, Régent et moi, on se laisse tenter, puis pourquoi pas en profiter en deux. Des fois, la seule chance qu'on va avoir, c'est un groupe de dindons. Là. Ça va être d'avoir 2 tomes, puis ça nous arrive fréquemment de récolter 2 tomes ensemble. C'est toujours un moment qu'on n'oublie pas. Là, puis partager ce genre de souvenirs-là, c'est une belle récolte aussi. Avec les années, au niveau de ta localisation, là, moi, j'ai jamais eu la chance, je vais t'avouer, j'ai jamais eu la chance de chasser à des endroits avec des fortes densités. C'est tout le temps rien qu'un peu. Je chasse dans la zone 3, exemple. À côté, c'est la zone 2. Il y a un peu de dindon, mais c'est pas de Klondike encore. Là. Puis je suis limité à une terre seulement. Tu sais, là. Au niveau de ta localisation, est-ce que tu réussis quand même à quasi tout le temps à avoir des oiseaux localisés perchés le soir, ou c'est plus, autrement dit, analyse de ton territoire, les passes naturelles parce que tu as mis des caméras avant, des choses comme ça. C'est quoi qui marche le plus pour toi? Regarde, Louis, moi, je vais te parler, là, moi, j'essaie de me structurer là, avec, j'ai 7 P. Dans les 7 P, tu viens d'en nommer plusieurs. Hein? Okay. Dans les stratégies, il y a 7 P. La première chose, là, tu en as nommé une qui est importante, c'est la population. Moi, je chasse un secteur, il y a une bonne population. Aujourd'hui, sur Facebook, je regardais les collègues, on est quand même une grosse communauté, là, les chasseurs de dindons sur plusieurs sites, et je voyais des gens qui ont 40 dindons dans leur champ, des groupes hivernaux pas encore séparés, mais on voit des gens qui en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Généralement, nous, on est chanceux au fil des ans, puis tu sais, paye pour population, là, une population, avoir un territoire avec une bonne population, c'est mon deuxième point, essayer de trouver. On va dire, comme Denis Lapointe dit toujours, tu ne seras jamais meilleur que ton territoire. Exact, oui, t'as beau être un excellent caleur, s'il n'y en a pas, j'aime mieux être un moins bon chasseur dans un excellent territoire qu'un excellent chasseur dans un territoire médiocre. Là, la personne va avoir plus de succès. Mais nous, on perche honnêtement à peu près 50 dindons. Sur différentes terres, on a accès à une vingtaine de terres en Ontario. Notre mérite, donc oui, on a des découragés, mais notre mérite, ça fait aussi partie de la chasse, oui, trouver des bons territoires. Trouver un endroit. Maintenant, prospecter, mais deuxième P, prospecter méthodiquement, tu sais, moi, là, je prospecte, j'ai une phrase qui dit, je veux la dire comme il faut, là, percher les dindons avec plaisir, mais le plus sérieusement du monde. Ouais. Là, Régent, il embarque avec moi, il sait, là, Phil, ça, c'est sûr, je te le dis, percher les dindons avec plaisir, mais le plus sérieusement du monde, on ne manque pas un soir, on est sérieux. On se sépare, on perche des groupes de dindons différents pour avoir des opportunités. Ça, c'est important. C'est très important aussi. Puis, moi, je dis toujours, un dindon bien perché, Louis, est un dindon à moitié récolté. C'est ça. Ouais. Il n'est pas récolté, mais il est à moitié récolté, Phil. Il y a déjà une bonne partie de la job qui est faite. Là. S'il vous plaît, faites-le comme il faut. Moi, je dis toujours, là, j'ai une caméra, là, et on peut utiliser différents outils. Moi, j'ai un 60X sur ma caméra, mon appareil photo. Je vais chercher, il est où? Sais-tu bien le tome, il est là, il est bien perché là. Je prends mon téléphone avec une application de carte, je le pointe directement, il est où? Quand j'arrive le matin à noirceur, oui, je sais exactement où je m'en vais. Je ne veux pas arriver en dessous du dindon, je ne veux pas être trop loin non plus. C'est vraiment, vraiment Tu te mets exactement, hein, tu m'ouvres une porte. Ouais, premièrement, tu rentres combien de temps avant
le début de la chasse et tu te mets à quelle distance, généralement? Ça, il y a beaucoup de débats là-dessus. Oui, c'est pour ça que je la pose. Maintenant, comme vous êtes à l'aise, c'est mon opinion. Là, Oui, oui. Mon opinion, celle d'un autre. Des fois, Régent et moi, on est posté à 4h15. On rentre avec nos études, tout, on s'assure de tout respecter les règlements. Je me souviens, 4h15, il y a un chat qui a sauté sur Régent, il a fait un méchant saut d'ailleurs. Ça me un petit peu. Puis, on rentre des fois très tôt, oui, surtout quand on est en bordure de champ. Puis, je sais que j'ai des collègues qui croient vraiment, Phil, qu'il faut faire attention aux lumières pour s'exposer. Moi, je suis relativement prudent avec ça, mais moi, j'aime surtout arriver à grosse noirceur, s'installer, faire le mort pendant un grand bout de temps. Puis quelle distance, ben, c'est toujours variable en fonction du territoire. Tu sais, es-tu au bord d'un bosquet, mais ça peut t'entendre d'assez loin. Mais j'aime avoir un regard, Louis, quand c'est au champ, sur ce qui se passe. J'aime ça voir pour m'ajuster, voir c'est quoi le comportement, sont dans quel mood. Puis j'essaie, là, avec. Je trouve que ça l'aide à mon intuition à savoir comment me gouverner pour les athlètes. Puis à quelle distance, mettons, des oiseaux perchés, si tu as eu l'occasion des repérer là, le soir d'avant, à quelle distance tu peux te mettre à peu près? On a déjà eu, là, Phil, on n'avait pas le choix, puis on n'était même pas très bien installé. Puis il y avait un petit champ de rien. On a dit, on va tenter le tout pour le tout. On est rentré à grosse noirceur. Les dindons étaient à le fond du champ. On était à 300 pieds, se sont déperchés et ont rentré direct dans les appels. OK. Jusqu'à une centaine de verges, ça peut être... à noir. Mais en dedans de 300 pieds, moi, je te dirais, là, par expérience, souvent, on se met un peu plus loin quand on est capable, mais ça dépend du territoire, puis de où tu peux arriver, puis mais à la grosse noirceur, pas de lumière, on a quand même des bons résultats, mais c'est ça, c'est beaucoup d'avis et d'expérience. Moi, je recommande aux gens de faire leurs propres expériences. Moi, j'ai remarqué, j'ai pas ton expérience au niveau du dindon, par contre, j'ai remarqué que plus les champs étaient gros, plus c'était dur. Plus tu avais des champs petits, mieux c'était, mais as-tu fait des corrélations un petit peu plus que ça, dans le sens que, bon, ton champ, si tu as, je sais pas, moi, je dis n'importe quand, quoi, là, 300 pieds de large et moins, gars, c'est pas mal plus facile qu'un champ qui finit plus, là. As-tu des grands champs ouverts, j'en ai vu, Louis, au fil des années. Ça fait pas si longtemps, là, puis des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience de moi qui pourraient peut-être avoir un autre avis, mais j'ai vu des dindons, une fois avec Gilles Bellemare, j'ai vu un dindon partir, là, je te le dis, il était vraiment loin, Louis, là, à perte de vue. On savait où il était dans un arbre, on l'a vu descendre, puis il est parti, il a traversé tous les champs, puis il s'est envenu. Moi, plus que la grandeur du champ, je pense que ça dépend dans quel mode est le dindon. Ouais, j'en ai vu, là, une fois, un dindon qui est rentré dans les aplats, il ne se passait rien, j'avais deux tomes ensemble à 300 pieds. Régent était miré sur le tome dans nos aplats, puis la bataille était prise. On attendait, on était à deux, on voulait faire une double récolte de tomes, puis les autres ont parti, mais on est en plein champ, oui, ils étaient très loin. Je te dirais au moins 400 pieds. Ils ont parti, puis ils ont vu toute cette effervescence-là, puis ils se sont envenus. D'ailleurs, parlant d'effervescence, là, ça me fait penser à l'article de Denis Lapointe qui a écrit dans le magazine actuel, là, La crise de dindon. J'ai testé ça avec Denis à quelques reprises. Là. Moi, je ne dis pas nécessairement que Denis il dit qu'il le fait même maintenant, parfois en rentrant dans le bois. Mais on lit beaucoup chez les Américains, caler tranquillement. Mais moi, honnêtement, je commence toujours tranquillement. Là. Même des yelpes, la bouche presque fermée, des purs avec mon ardoise. Mais de temps en temps, là, quand c'est bloqué, une bonne crise, des fois. C'est comme à l'Orignal, Louis. Il y a un ami qui me dit, un Orignal en arrière de moi fait du bruit. J'ai fait tout un show pour rire de call. Puis l'Orignal était dans sa vanne, s'est levé, puis s'est envenu. Fait que pour moi, le dindon, là, des fois, c'est une bonne technique de faire une bonne crise. Surtout quand il ne se passe rien, ça donne des résultats, c'est sûr. Est-ce que ta matinée, tu l'as. Parce que nous, c'est sûr qu'en Ontario, tu as le droit toute la journée, là, c'est d'autres choses. Là. Mais nous, on a le droit jusqu'à midi. Est-ce que au Québec, tu as comme deux ou trois stratégies pour un matin? Moi, c'est surtout, comme tu dis un peu, jusqu'à maximum 8 heures au champ. Après ça, moi, je rentre dans le bois. On dirait que quand les femelles vont couvrir leurs œufs, les mâles redeviennent disponibles. Il y a plus d'action vers 10h30, 11h environ jusqu'à midi. J'ai déjà fait à midi moins 2, moi, tu sais, là. C'est un peu les mêmes observations. Tu touches à deux autres P. D'abord, planifier plusieurs scénarios. P pour planifier plusieurs scénarios. C'est important pour nous autres, là, tu sais, en Ontario, c'est ça. L'avantage, l'inconvénient, tu chasses l'après-midi. Ça, juste pour ça, ça vaut vraiment la peine d'aller en Ontario. Puis
Puis, tu sais, les gens vont dire, ben oui, mais ils attendent ça en dessous des perchoirs. Ben non, Phil, parce que la chasse finit à un heure fixe en Ontario, c'est à 7 heures. Fait que là, les dindons se perchent généralement là, vers 8 heures. Fait que nous autres, à 7 heures, c'est à la course, Louis. Là. On sort du champ quasiment à la course, saute dans les autos, on se sépare, un ici, un là. Et là, on se prépare plusieurs scénarios pour le lendemain. Naturellement, tu as moins de temps pour prospecter pour le lendemain. Là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, ça se perche à peu près sur 1 heure, Phil. Ça fait assez d'années que je fais ça en Ontario. Là. Il y en a beaucoup. La chance que j'ai, c'est d'observer beaucoup de comportements. Fait que là, on les regarde se percher. Puis là, on se dit, ben OK. Puis souvent, c'est là qu'on va faire nos choix. On a souvent 2, 3, 4 scénarios. Le lendemain matin, Phil, Régent tue son tome. Il m'accompagne pour filmer. On saute dans l'auto. Scénario B, C, D. L'année passée, on était très chanceux. Ça a été quasiment trop vite. Jour 1, premier scénario, manque notre coup. Solide, lui, mal placé, manque notre coup. On met mauvaise communication. Le Tom est là à 40 verges, 35 verges. Régent ne tire pas, il attend l'autre. Hein? C'est ça la chasse, sinon ça serait plat. Puis après ça, on s'en va direct au bois. Ben, figure-toi, récolte un dindon, commence à faire des photos, commence à caler. L'autre réponse commence à jaser. Au loin, un buglou. Se recache dans la cache, Carl arrive un deuxième mort, récolte un deuxième mort. Le lendemain matin, on a tué notre dindon sur notre premier scénario, puis notre quatrième scénario, notre plan A, B, C, D. Le lendemain matin, il était rendu 11 heures. Le jour 2, tout était fini en Ontario. On était vraiment chanceux. Et je vous le dis, c'est un gibier. Là, je dis ça, mais on s'en va en Ontario. Demain, on a un bon territoire. Puis je trouve que c'est un gibier qu'il faut quand même, moi, aborder avec beaucoup d'humilité. Parce que jamais prendre pour acquis. Je le sais pas. Tu vas me dire, oui, mais Christian, ça fait des années. Non, écoute, je le sais pas. C'est le dindon sauvage. Ils ont souvent un gros bout du bâton. C'est un animal extraordinaire. Puis moi, là, honnêtement, c'est comme c'est la première fois que j'allais à la chasse. Oui, j'y vais avec une certaine confiance. Mais en même temps, pas de certitude. Fait que ça, je pense que c'est important. Puis tant que ça va être comme ça, Louis, je pense que je vais continuer d'aller à la chasse au dindon. Conditions climatiques idéales, selon toi, c'est quoi le meilleur matin? C'est quoi? C'est-tu nuageux? C'est-tu ensoleillé? As-tu déjà vu de quoi? As-tu déjà analysé de quoi à ce niveau-là? Pas de vent, c'est sûr. Ce que je préfère, s'il y a un monde. Moi, c'est comme à l'Orignal, oui, j'aime les journées ensoleillées où ça réchauffe vite. C'est froid le matin, ça réchauffe vite. J'ai l'impression que des fois, là, ça rend les dindons plus actifs. Okay. C'est une opinion. J'aime ça. Par contre, évidemment, quand il fait chaud plus vite, on dirait que ça ralentit plus vite aussi, mais c'est intense le matin. Des journées comme l'année passée, nuageux, 9-10 degrés, pas de vent. On se lève, pas nécessairement gelé. Honnêtement, l'année passée, ça a été une très bonne année. Les dindons parlent toute la journée. Mais je te disais tantôt, un autre pays, Louis, quand tu disais persévérer, là, persévérer, des fois, oui, il fait chaud, Phil, c'est ce qu'on est en train de dire, à quelle heure, tout ça. Il fait chaud, c'est quoi ta température idéale, mais des fois, persévérer, même s'il fait beau, Louis, là, il y a une période d'effervescence, souvent, entre 9h et 11h. Écoute, j'ai vu là, le matin, calme, arriver avec le jeune une sucrerie. Puis, te dire, là, c'était quasiment épeurant, c'était le tonnerre, là. Tellement que ça criait dans la sucrerie. Puis, il était rendu 10h le matin, puis les gens récoltaient ses plus gros tomes cette fois. C'est drôle parce que, tu sais, je le répète encore une fois, mais tout ce que tu dis là, je vois vraiment une corrélation avec la chasse à l'orignal. Je vois tellement que c'est deux chasses qui sont similaires. Tu sais, j'ai un petit peu d'expérience. J'ai déjà élevé des dindons, puis j'en ai vu des comportements, j'en ai vu beaucoup, mais en situation de chasse, j'ai franchement moins d'expérience que tu peux en avoir, mais je vois vraiment une corrélation entre l'orignal et le dindon, ça se ressemble là, vraiment. C'est un orignal, mais avec des bons yeux. Ouais. Mais comme à l'orignal, on est en train d'oublier le plus important, pas seulement le plus fun. Louis, on est en train d'oublier. Là. Partage de souvenirs. De stratégie, mais préparez-vous. Ouais. Patronnez votre fusil. Ouais. Oui. Patronnez votre fusil, puis pratiquez un petit peu vos appels. On va commencer par ça. Là. Pratiquez les appels. Il y en a qui pratiquent. Là. Il y en a des plus maniaques que moi en masse. Lui, là. On a un gars comme Steve Tardy qui a chassé là, dans Turkinator, d'ailleurs. Allez voir son podcast si vous voulez apprendre des choses, c'est extraordinaire, mais qui a chassé, là, écoute, depuis des dizaines d'années un peu partout aux États-Unis, qui a beaucoup d'expérience. Puis il y a des gens qui se pratiquent à l'année longue, là, mais un minimum des fois de pratique, juste Phil, pour pas être hésitant quand on fait nos premiers calls. Puis
c'est pratiquer pour maîtriser le diaphragme. Hey, le diaphragme, là, c'est pas le corps vraiment que je préfère. L'année passée, 3 tomes sur 4 sont venus sur le diaphragme. J'ai une stall avec ton diaphragme. Moi, j'aime ça, mes slugs, mes boîtes. J'essaie de faire toutes sortes de ça, mais ça te laisse les mains libres. C'est un call vraiment, vraiment efficace. Fait que pratiquez un petit peu vos appels. Mais le plus important, s'il vous plaît, allez patronner votre fusil avant de partir. Oui, parce qu'il n'y a pas un gibier. Il n'y a pas un gibier qui mérite qu'on l'essaye. Quand tu tires, il faut que tu sois sûr que ton fusil est capable de faire un grouping intéressant à la distance où tu as décidé de tirer. Ça, c'est capital. Mais il n'y a pas grand monde qui a jamais essayé un gibier, malheureusement. Là, des fois, on se fait tenter, le gibier est un peu loin, puis je voudrais vous parler de ça aujourd'hui. Ouais. Patronner son fusil, là, c'est pas si compliqué. C'est vraiment très important. Après tout, Louis, là, c'est quoi le lien entre le succès de ta chasse? C'est ton fusil. Ton fusil et le dindon. C'est quoi le lien entre les deux, Phil? Ben, c'est ta balle. Là. C'est ça. Là. Le lien, il est là. Tu as beau te pratiquer loin de terre, t'acheter 1000 pièces d'équipement, rêver à ça là, toute la semaine là, dans tes fins de semaine, ben arrête de rêver, va patronner ton fusil. Si ton arme n'est pas efficace, tu ne réaliseras pas tes rêves, c'est sûr. Là. Tu ne réaliseras pas tes rêves. Merci, Phil. C'est en plein ça, le point. Puis pour moi, là, puis un fusil, c'est efficace. J'ai lu les dernières études là, dans le jet balistique, tout ça, là, on dit que ça prend à peu près entre 1,25 pouces de pénétration et 1,75 pouces de pénétration. Là. Steven Piché, qui est un gars que vous pouvez suivre sur Facebook, là, qui fait beaucoup de tests sur ça. Lui, il a établi ça à 1,25 parce qu'il a constaté qu'avec la force de frappe à 50 verges, un dindon, ça se récoltait de façon proprement. La National Wild Turkey Federation, dans ce que j'ai déjà lu, disait qu'à un moment, en tout cas, disait qu'à 40 verges, c'était pas mal la distance éthique avec un bon équipement. Aujourd'hui, je te dirais que le nouveau 40 verges, là, c'est le 50 verges. Fait que ça se récolte. Mais, je te le dis, Louis, 50 verges, ça commence à être loin. Moi, je l'essaye pas. Pas de doute. Les plombs en TSS, Phil, sont capables, ils ont une force de frappe bien plus loin que ça. On est capable de mettre 7 plombs dans la zone vitale d'un dindon, comme je le disais, tantôt. Il y a beaucoup quand même de bonnes recherches là-dessus, sur ce sujet-là également. Mais patronnez, puis assurez-vous d'avoir, tu sais, ils disent 100 plombs dans 10 pouces. Hein? Vous faites un rond de 10 pouces, vous essayez d'avoir 100 plombs, ça c'est une règle. Des fois, je regarde ça, Louis, 100 plombs, puis je trouve ça mince. Fait que moi, là, je le sais, c'est un appel, quelqu'un nous appelle, qui ne sont pas d'accord avec mon propos. Mais honnêtement, Louis, 100 plombs, des fois, je regarde mon patron et je trouve que c'est pas beaucoup, Phil. Moi, je dis 100-125 plombs. Assurez-vous, là, tu sais, moi, quand on a fait une petite capsule, là, je mets 190 plombs à peu près dans un cercle de 10 pouces. C'est peut-être pas nécessaire d'en mettre autant, mais en bas de 100 plombs, ne tirez pas plus loin que votre fusil est capable de mettre dans un rond de 10 pouces, pas si gros que ça, Phil, 10 pouces. Ton patronage est égal. Là, avoir beaucoup de plomb, ça te permet aussi d'avoir probablement un patronage qui est beaucoup plus égal que ton cercle, il est plein. Là. Ouais. Le cercle, oui, il est plein, puis il est vraiment plein. Pour avoir 188 plombs dans 10 pouces, fait que moi, c'est important. Patronnez ça, regardez ça. Nos balles sont capables de le faire, fait qu'il reste juste à ajuster votre fusil. Mais dans la tête, Christian, là, il me semble que j'ai déjà lu, c'était quoi? C'est faut qu'il y ait minimum de 7-8 plombs, autrement dit, direct dans la tête, pour que ça soit mortel. Écoute, il y a plusieurs règles là-dessus. Oui, la première affaire, c'est il y en a qui vont dire, un plomb bien placé, c'est assez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La deuxième règle des Américains, des fois, ils appellent ça la règle du pouce, là, au 4 plombs. Je pense que tu me connais, Louis, maintenant. J'essaie de fouiller mes informations un peu. Puis j'ai une étude que j'ai trouvée dans un article de Target Focus Life de mars 2024, fait que c'est récent. Eux autres, d'abord, c'est un article très intéressant, Phil, qui regarde là, la force du TSS jusqu'à 100 verges. Là. Et je ne vous dirai pas jusqu'où c'est assez fort, parce que j'ai peur qu'il y en ait qui essayent les dindons. Parce que le TSS, c'est vraiment, avec la densité du plomb, c'est vraiment quelque chose de supérieur au plomb. Puis eux autres, dans l'article, ils ont trouvé une enquête ou une analyse de Tom Roster. Tom Roster, c'est un monsieur, lui, qui a fait des analyses sur des vrais dindons. Fait qu'il il a pris des relevés, là, il a consigné les résultats sur des vrais dindons, puis il a catégorisé ça en 3 catégories. Catégorie 1, le scénario 1, le dindon tombe sur place et gigote un petit peu pendant moins de 30 secondes. Le scénario 2,
le dindon gigote un peu, il fume, il est récupérable. Le scénario 3, le dindon a pris la clé des champs, malheureusement, peut-être avec un peu de plomb. Puis lui, il arrive à la conclusion, Louis, qui en a fait des tests, il arrive à la conclusion, c'est pas 7 plombs, c'est 6,8 plombs, selon lui, que ça prend. Okay. Ça prend 6,8 plombs dans le cerveau ou dans la colonne vertébrale. Okay. Il y a plusieurs opinions. Là, je vais sortir d'ici. Il y en a qui vont m'appeler un plomb, c'est assez. 4 plombs, ça serait mieux 20, Christian. Il y a toujours des exceptions. Là. À un moment donné, c'est normal. Sauf que là, ce que tu nous présentes là, c'est une étude. C'est crédible. Moi, je pense que 6,8 plombs, ça correspond à ce que j'ai vécu sur le terrain. Ouais, l'étude a l'air quand même crédible. Moi, je pense qu'un bon 7 plombs bien placé. Avec ce dont je te parlais, Phil, là, 180 plombs, puis 230, 240 plombs à 30 verges, c'est sûr, 220 plombs, en tout cas, c'est sûr que tu as bien plus de plombs que ça. Fait que moi, le plus, c'est mieux dans ce cas-là. Fait que moi, j'aime autant avoir, parce qu'on sait que la Longbird XR, là, dans le numéro 5, là, ça a en masse de force de frappe, tu as un dindon jusqu'à 60 verges. Et tu sais, tu dis, moi, c'est toujours le plus et le mieux. Fait que si tu as une bonne balle, entre 40 et 50 verges, bien ajustée, mettons 45 verges, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire 40-45 verges, là, ça se récolte très bien, un dindon avec des bons équipements. Dans la mesure où tu mets 7 plombs à peu près, Louis, dans ce qu'on disait dans le cerveau ou dans la moi, j'ai fait des tests, mais complètement le contraire, là, dans le sens que j'ai acheté un Winchester SXP, un calibre 20 à ma blonde, parce qu'elle n'aime pas chasser au 12, elle trouve que ça repousse trop, elle n'est pas confortable. Puis on a patronné justement au chalet en fin de semaine, puis j'ai mis la cible à 22 verges. Vu qu'elle a un 20, je veux dire, moi, de toute façon, j'aime ça faire venir ça proche. Moi. J'aime ça, tu sais, là. Puis le patronage était parfait, il n'y avait aucun problème, c'était correct, puis je veux pas... Oui, je pousserai peut-être plus tard, saison prochaine, voir jusqu'à où son calibre 20 est capable d'aller. Mais je trouvais ça confortable à 22 verges. J'avais, je sais pas moi, 14-15 plombs qui étaient dans la tête, là, qu'il n'y avait aucun problème. L'animal était mort. Fait qu'on va voir, on va suivre ça. Je regardais aujourd'hui sur Facebook là, une connaissance, Charlie Boissonneau, qui est un chasseur de dindons d'expérience qui a chassé en Floride dans d'autres États. Je regardais son fusil, comment ça groupait aujourd'hui. Il faisait un rond gros de main. Il faisait ça proche pour ajuster son patron. Okay. Oui, des fois, moi, c'est comme une aiguille dans mon affaire. Trop proche, là, Phil, là, moi, je suis dans la lumière rouge. Là. Parce que là, des fois, on n'a pas le choix, mais ça ne prend pas grand-chose pour le manquer de proche, lui. Là. Oh, oui, j'ai déjà manqué de très proche. La longueur d'XR, là, je vais te dire, là, les plombs ne sont pas encore sortis de la petite essuie, là, je veux dire, à quelques mètres, là, mirés comme il faut. Moi, les distances idéales, là, me dire qu'un dindon à 30 verges, bien arrêté là, dans un chêne, il est bien mal pris. Et plus loin, c'est pas mieux. Trop proche, on risque de manquer notre coup. Mais pour faire des tests, Louis, si on revient à notre idée, là, puis parlant de chasseurs québécois, là, un chasseur bien connu, Jean-Pierre Hinkel, puis je t'en ai parlé un peu tantôt, Phil, je vous ai envoyé une photo. Ouais, bouge pas, reste là, gage. Direct à côté de ton visage, là, tu peux parler, là. Oui, on voit la photo. Ben, écoute, d'abord, merci à Steven Piché. J'ai capté ça dans un de ses commentaires sur Facebook. C'est lui qui m'a mis sur la piste de cette cible-là. Puis j'ai contacté Jean-Pierre Hinkel qui a fait cette cible-là. J'ai dit, on peut se partager ça, Jean-Pierre, ta cible? Il dit, oui, pas de problème, Christian, on se reparle. Donc, merci à Jean-Pierre Hinkel. Mais ça, c'est un vrai passionné, lui. Il a vraiment blanchi les os d'un dindon, comme vous le voyez sur la cible. Ouais. Il les a mis sur une cible. Il les a tracés. Si bien qu'on est capable de la trouver sur le web aujourd'hui, ça donne la vraie proportion. Hey Louis, dans les magasins, Phil, tu le sais, il y a des têtes de dindon, ma foi, c'est gros comme... c'est immense. Ouais, je suis d'accord. Il y a des sites de patronage, ça arrive, qui sont surdimensionnés, disons-le. Surdimensionnés, sous-dimensionnés. Ouais. Il y a du très bon matériel aussi. De toute façon, il y a différentes cibles, ça dépend de votre objectif, mais la cible de Jean-Pierre Hinkel, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il l'a fait avec des vrais os. Puis la proportion est bonne, Louis, quand on l'imprime. Alors, merci à Jean-Pierre Hinkel d'avoir fait ça. Maintenant, je trouve que les gens mettent beaucoup d'emphase sur ce type de cible-là. Quant à moi, Louis, tu es mieux de compter ton nombre, d'être plus systématique dans un rond de 10 pouces. Comme tu disais tantôt, Phil, t'assurer que ta gerbe de plomb, elle est uniforme, qu'il n'y a pas de trou. Puis c'est pas vrai que ça se fait toujours avec une constriction d'un choke qui est toujours plus petit. Là, hein. Des fois, ça fait l'inverse. Ça va concentrer quelques plombs au centre, un beigne autour.
Fait que c'est vraiment important d'essayer différents types de balles. Mais regarde, tu m'amènes à aujourd'hui, j'ai vécu la situation. Ben, en fait, il y a à peu près 3 semaines, j'ai vendu un fusil superposé à un de mes clients. Puis, bref, j'avais pas le choke en main pour le choke à dindon en main pour qui était compatible avec son fusil. Fait que je dis, garde, je dis, prends deux sortes de balles, pars avec ton fusil, mets le full, mets le modifié, puis commence à faire des tests avec. De toute façon, il n'avait jamais tiré avec. Fait que ça va lui permettre d'apprendre à connaître son arme. Puis pas plus tard qu'aujourd'hui, il revient, il dit, hey Phil, j'ai amené mes cibles pour que tu puisses regarder. J'ai fait des tests à 25, 30, 35 verges avec les deux sortes de balles. Puis écoute, tu voyais vraiment là qu'avec son choke full à lui, il y avait une sorte de balle. Puis je ne la nommerai pas parce que c'est pas dans le but de dire qu'elle n'est pas bonne, parce qu'avec d'autres sortes de fusils, ça va super bien. Et le patronage n'était pas constant et trop distancé. Il y avait trop de trous vides dans son cercle par rapport à l'autre. Puis écoute, c'est drôle parce qu'on parlait de plomb TSS, puis c'était exactement ça. C'était de la third degree de fédéral. Écoute, le rond, là, il était plein, et même jusqu'à 35 verges. C'est un choke full, là, tu sais. Oui, on conseille toujours d'avoir un choke qui est spécialisé, mais si ton choke full fait la job, continue avec, tu sais. Oui, puis il y en a qui n'aiment pas ça non plus, trop de constriction. Tu sais, ça fait un groupement très petit. Les gens, Louis, qui aiment chasser les dindons, tu sais, relativement proches, des fois, tu es mieux avec un choke plus ouvert. Ça va faire un groupe, là, une gerbe de plomb dont l'étalement est plus raisonnable de proche. Là. Fait que ça c'est vraiment, je pense, c'est intéressant. Autre chose, moi, je chasse avec la 3 pouces et demi. C'est nécessaire. Il y en a plusieurs qui me disent, Phil, hey, Christian, essaye la 3 pouces. Des fois, ça pardonne mieux avec la 3 pouces. C'est vrai. C'est probablement vrai, mais j'aurais tendance à penser que dans la plupart des cas, je ne dis pas qu'il n'y a pas de cas où ça ne patronne pas mieux, je suis sûr qu'il y en a des cas où le fusil va mieux patronner avec. Puis ça dépend de ton étranglement aussi. Mais si on regarde là, sur le web chez Winchester, Louis, il y a Melissa Bachman qui fait un test. La numéro 5, Longbird XR, 3 pouces, Longbird XR, 3 pouces et demi, numéro 5, elle montre les résultats avec son choke qui est un Carlson à elle. Le résultat, là, il est nettement meilleur avec une 3 pouces et demi. Ça peut dépendre des fusils. Moi, ça m'a convaincu. Je pense que dans la majorité des cas, mais c'est pas reposant de tirer de la 3 pouces. non. C'est sûr. Là, tu nous parles, toi, que tu pars en Ontario demain. Yes. Tu avais fait un article sur la chasse en Ontario, c'est l'année dernière, je pense. Oui, c'est pas un article technique, c'est un article où j'ai voulu dire aux chasseurs québécois là, à peu près toute l'information. Comment acheter le permis, là, tu sais, de faire quelques mythes. C'est vrai qu'on a encore besoin d'un cours de chasse en dindon pour aller en Ontario? Non. On peut-tu acheter nos permis sur le web, Phil? Oui. Comment ça coûte? À peu près 200$. Fait que je vous en parle dans l'article, mais je vous donne des sites Internet pour aller choisir une zone. Je vous fais quelques suggestions. Je vous parle des avantages. C'est sûr que l'Ontario, pour moi, Louis, c'est un pèlerinage annuel. C'est une destination que je ne manquerai pas. Gros avantage, tu as 2 fois plus de temps de chasse, Phil. On prend une petite sieste le midi. En vieillissant, des fois, là, on prend une petite sieste le midi, on se lève tôt, mais après ça, on repart. Puis, comme je te dis, la chasse finit à l'aube à 1h avec le soleil, une demi-heure avant le lever du soleil, mais elle finit toujours à 1h fixe, donc à 19h. Puis, si je ne me trompe pas, des fois, j'ai un blanc, mais ça finit toujours à 1h fixe. Retenez ça, c'est 19h de mémoire. Et ça commence toujours le 25 avril. Fait que, c'est clair. Fait que, évidemment, il y a toute l'information. Puis ça a apparu dans l'édition de février. Je m'étais gardé une petite note, lui, février 2008. OK. En terminant, on va te souhaiter une excellente saison de chasse. Puis, tu as quand même produit 3 capsules vidéo techniques au niveau de la chasse au dindon qui, dans les prochains jours, vont être disponibles sur le site Internet de 100%. Puis, on va les partager sur les réseaux sociaux aussi. Fait que, comme on dit en québécois, on te souhaite un gros merde. Ouais. Puis, tiens-nous au courant de ta chasse. Ah, yes, c'est sûr. On va essayer de vous faire des belles images. Puis, je souhaite à tous les collègues chasseurs de dindons une excellente saison. Profitez-en. Profitez. Un dernier pays, Louis. Oh oui. Je vais t'en envoyer un dernier. Profitez du moment présent. Exact. C'est tellement important. C'est un privilège qu'on a. Puis, merci beaucoup à vous deux. Ça a été vraiment agréable de vous rencontrer. On prend ça, on discutera de ta chasse, comment ça s'est passé, mon ami. Yes, je vous envoie des images. Yes, salut, à la prochaine. Salut, Christian. Bye.
Aïe, 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 vivement C'est début de la un saison. maniaque de dindon, pour vrai. Ah oui, 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 Christian, c'est ça, c'est ça. Puis c'est un gars qui est très méticuleux, tu sais, Ouais. méthodique. Mhm. Fait que lui, là, c'est vraiment, il a son plan de match, puis il s'amuse, mais il est discipliné en même temps. Ouais. C'est ça qui est impressionnant. Tu sais, je le rappelle encore, mais je trouve ça tellement impressionnant comment que le dindon, il y a des choses qu'on peut rapporter par rapport à l'orignal. Je trouve tellement que nos techniques de chasse à l'orignal se rapprochent énormément à ce on peut faire au dindon. Puis ça Ah, m'épate pour regarde, là, vrai. j'ai récolté souvent des dindons en appliquant mes connaissances de la chasse à l'orignal. Ok. Tu sais, là, On parlait tantôt que le dindon, c'est un oiseau qui a une très bonne vue. Oui, Puis j'ai amené un petit outil qui est une nouveauté 2024. Puis je pense que ça peut être un game changer pour limiter nos mouvements. exactement. Je pense que tu vas avoir l'occasion de le tester. Oh, je l'utilise moi aussi cette année. C'est ça ici. Ça ressemble pas à grand chose de même, mais c'est le Freedom de Recall Design. Cet outil-là, c'est un support pour un ardoise. Exactement. Donc, on a une courroie en dessous qu'on vient attacher sur notre cuisse. On est capable de le serrer comme il faut pour pas que ça bouge. On vient clipser notre ardoise sur le Freedom. Donc, ce que ça fait, c'est que notre ardoise est toujours prête à être en Ouais, puis t'as utilisation. même ici pour mettre ton Ouais. bâton. Ouais, On c'est a ça. même Gaucher, deux droitier. Exactement, deux trous pour mettre notre striker. Donc, notre tapot est toujours prêt, ne bougera pas. On va toujours avoir une main supplémentaire qui est prête. Donc, par exemple, si on a le fusil appuyé sur un bipied à l'avant, on est toujours en mesure de garder le fusil prêt. Et de l'autre main, on vient faire les cales avec le Freedom qui est directement fixé sur notre cuisse. Fait que je pense que ça peut être un très bel outil à essayer. C'est en caoutchouc, tu vois, c'est fait de qualité. Produit québécois, Recall Design, je pense que ça vaut la peine d'être essayé. Puis ça peut être un game changer pour augmenter notre succès de chasse. Autant, moi, je vais l'utiliser autant à partir de ma tente, directement à l'intérieur, parce que comme tu dis, moi, mon fusil est déjà sur un support. Fait que le fusil est là, je vais avoir une main libre, je suis capable d'être épaulé, clic, clic, clic. Puis, même affaire, si à 10 h le matin, je décide que les 2 dernières heures, je rentre dans le bois, ben là, comme Christian disait, tu calles, t'as pas de réponse, tu avances un petit peu, tu calles, hop, pareil, hop, tu t'installes après un arbre, tu as ça de même, tu as déjà ton fusil d'installé, tu es prêt. Tu limites énormément tes mouvements. Fait que, bonne vendredi chance. matin, vers les 3 h du matin, on va se lever, moi et ma conjointe. Nous, on est chanceux, on chasse à 1 km de chez nous. Okay. Pas une tonne, mais il y en a assez. Puis, je dis pas que je vais pas coller un live s'il y a de l'action. Tout est prêt, j'ai tout l'équipement pour faire ça. Puis, s'il y en a qui veulent écouter ça, ben, ça va être tant mieux, ça va être drôle. Tiens au courant, j'ai hâte de voir ça, mon ami. C'est bon. Fait que c'est la fin de notre podcast pour le dindon. Merci à Christian qui a été présent, c'est très apprécié. Puis écoute, c'est un encyclopédie. J'ai vraiment appris beaucoup de petits points techniques sur cet oiseau-là qui est actuellement encore peu connu pour ma part. C'est super intéressant. Fait que, gang, je vous souhaite une belle saison de chasse au dindon. Profitez-en, ayez du plaisir comme notre ami Christian l'a dit. Louis, même chose, bonne chasse. Merci. Et avant de terminer, je vous rappelle que le magazine 100% chasse-pêche est complètement gratuit, donc tu n'as pas de raison pour ne pas t'abonner. Donc, va faire ça tout de suite, va t'abonner et tu vas avoir du contenu de qualité et très, très informatif et diversifié. Donc, c'est Phil pour le podcast 100% chasse-pêche, accompagné de mon ami Louis Turbide. Je vous dis à la prochaine. Salut bien, à la prochaine.